Le 2 décembre 2010, à Zurich, la Fédération internationale de football, la FIFA, annonce à la surprise générale que la Coupe du Monde 2022 se tiendra au Qatar. Neuf jours plus tôt, un déjeuner s'est tenu à Paris sous les ors de la République française. Et Blast va révéler sa teneur. Ce déjeuner, c'est un peu la clé de voûte d'un pacte de corruption. Ça a été une forme d'explosion, cette publication par Blast de ces documents. Et le caractère sensible de ces documents devait rester secret. Le 23 novembre 2010 à l'Élysée, c'est là où tout bascule. Paris et Doha ont fusionné. Suivez-moi, je vais vous expliquer comment vous pouvez trouver un travail, créer une entreprise ou investir au Qatar. On y va ? Et la France a perdu une partie de son indépendance ce jour-là. Il y a autour de ces documents une forme de matière un peu radioactive, une forme de nitroglycérine. Pour la justice qui enquête sur les conditions d'attribution du mondial de foot, les deux événements sont liés. Le déjeuner de l'Élysée du 23 novembre 2010, en présence de Nicolas Sarkozy, Michel Platini et du prince héritier du Qatar, est le moment où tout a basculé. C'est le 5e épisode de notre série vidéo, Qatar Connexion, un déjeuner au menu. Le Qatar a du pétrole et du gaz, des moyens et des amis, une Coupe du Monde de football qui l'accueille sur son sol, une famille royale et un émir tout-puissant à sa tête. En France, on n'a ni gaz ni pétrole et on n'a plus de roi depuis longtemps. À la place, nous avons un monarque républicain, il a un palais, l'Élysée. L'Élysée, désormais, c'est aussi un déjeuner qui obsède la justice et fait fantasmer toute la presse. La première fois qu'on en a entendu parler, c'est dans France Football. Dans une enquête de 16 pages publiée en janvier 2013, la Bible du foot évoque la tenue d'un déjeuner au cours duquel Nicolas Sarkozy a reçu Michel Platini en présence du prince héritier du Qatar, l'actuel émir Tamim bin Hamad Al Thani, pour qu'il vote en faveur de la candidature de son pays à l'organisation de la Coupe du Monde. Il s'agissait alors des intérêts supérieurs de la France. En échange, le Qatar promet d'investir massivement en France, en rachetant notamment le Paris Saint-Germain au fonds d'investissement Colonie Capital, dirigé par Sébastien Bazin, un ami de Nicolas Sarkozy. L'hebdomadaire avait retrouvé un mail de Jérôme Valk, le secrétaire général de la FIFA, avec cette phrase « Ils ont acheté le Mondial 2022 ». En janvier 2016, après la Suisse et les États-Unis, le PNF ouvre une enquête préliminaire pour corruption privée, trafic d'influence, recel, blanchiment et participation à une association de malfaiteurs confiée à l'OCSIF, l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Tout le monde cherchait ce qui s'était dit, ce qui s'était passé ce 23 novembre 2010 à l'Élysée. Donc Rémi Dupré s'est cassé les dents. Ce déjeuner, il est entouré d'une forme d'omerta, de chape de plomb, je dirais même, quant au contenu de cette réunion organisée par Nicolas Sarkozy. Le PNF n'avait pas le compte-rendu de ce qui s'était réellement dit, de ce qui avait été dealé, même si les magistrats du parquet national financier sont convaincus que le pacte de corruption, s'il y a eu pacte de corruption, il a été scellé ce jour-là. Ce 23 novembre 2010, autour de la table, il y a donc Nicolas Sarkozy, l'hôte, le prince héritier du Qatar, et Michel Platini. Également présents, Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, Sophie Dion, la conseillère sport du président de la République. Ces deux collaborateurs contesteront leur présence. Et un homme que Nicolas Sarkozy connaît bien, Hamad Ben Jassam Al Thani, dit HBJ, Premier ministre en charge des Affaires étrangères et pion central de la diplomatie d'influence du Qatar. On sait que ce fameux rendez-vous s'est déroulé en 2 temps. D'abord, un tête-à-tête entre Nicolas Sarkozy et Michel Platini. Si on suit les soupçons de la justice, il s'agit pour le président Sarkozy d'obtenir le ralliement du patron de l'UEFA à la cause qatari dans la perspective de la désignation du pays organisateur du Mondial 2022 quelques jours plus tard. Puis le déjeuner avec le prince héritier, Tamim bin Hamad Al Thani, et le Premier ministre, son oncle, pour parler contrepartie. Tout l'enjeu, effectivement, de l'enquête judiciaire ouverte en France depuis 6 ans sur l'attribution controversée du mondial au Qatar, c'est de connaître à la fois le contenu des discussions ce jour-là à l'Élysée et évidemment savoir s'il y a eu des contreparties
en échange du vote de Michel Platini en faveur du Qatar. À la fin du printemps 2021, notre source nous parle d'un compte-rendu d'une réunion à l'Élysée. Donc on obtient ce document et la traduction nous met le cul par terre parce qu'on ne s'y attend pas. On ne s'attend pas à lire ce qu'il y a dans ce document, à savoir qu'il ne s'agit pas en fait de la Coupe du Monde, il s'agit d'autre chose, d'un vaste deal entre Nicolas Sarkozy et le prince héritier, donc représentant de l'émir du Qatar, à propos d'une stratégie diplomatique mondiale tout azimut, dont le mondial n'est qu'une pièce. Confronté à ces éléments, Michel Platini va beaucoup changer de version et tout s'embrouille. Il est question pêle-mêle d'un message subliminal que lui aurait adressé Nicolas Sarkozy, une façon de lui dire les choses sans les lui dire, tout en les lui disant, ou encore d'intérêt supérieur de la nation. La clarté du verbe n'a jamais été la principale qualité de l'ancien numéro 10 de la Juventus de Turin et de l'équipe de France, dont les passes lumineuses et les coups francs ont fait la légende. Michel Platini arrive, il avait dit à ses plus proches conseillers à l'UEFA que pour lui, une candidature du Qatar était complètement loufoque. Il n'y a même pas d'équipe de foot, ou pas digne de ce nom, entre guillemets. Il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas de stade. C'est le désert, il fait une chaleur à mourir, quoi. Donc, pour lui, il était impensable, c'était pas rationnel d'imaginer une candidature du Qatar. Il rentre à l'Élysée, et là, visiblement, il se fait entreprendre, entre guillemets, par Nicolas Sarkozy, et quand il sort, il dit à tout le monde que finalement, il va voter pour le Qatar, il va mentir en disant qu'il était déjà convaincu de la candidature du Qatar avant de rentrer à l'Élysée. Ouais. C'est faux. Ses deux plus proches conseillers disent le contraire. Revenons à Sophie Dion, la conseillère sport de Nicolas Sarkozy. C'est elle qui a établi le tour de table, les documents saisis par la justice sont sans équivoque. Elle a nié un temps avoir participé au déjeuner. Elle parlera même de suppositions concernant les informations contenues dans ses propres notes au sujet de Michel Platini destinées au président Sarkozy. Je crois que j'ai une vraie ligne. C'est tout juste si elle avait entendu parler du Qatar ou si elle savait situer le pays sur la carte du monde. Je suis née dans la neige, j'adore la neige. C'est assez amusant que deux personnes présentes à ce déjeuner démentent y avoir participé. Il s'agit de Sophie Dion, conseillère sport de Nicolas Sarkozy. J'ai essayé toujours d'être fidèle à moi-même. Et Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée. Je suis un homme honnête. Donc ce déjeuner, c'est un peu la clé de voûte d'un pacte de corruption que soupçonnent les enquêteurs français. Et parallèlement, j'ai envie de dire que c'est une forme de démonstration de toutes les versions à géométrie variable, l'omerta d'État, le lobbying d'État qu'il y a pu avoir autour de cette candidature du Qatar pour l'attribution de la Coupe du Monde en 2010. Après l'élection de François Hollande de 2012 à 2017, Sophie Dion a siégé à l'Assemblée nationale comme députée LR de Haute-Savoie. Elle est devenue vice-présidente du groupe d'amitié France-Qatar. Une amitié solide et éprouvée. L'ex-parlementaire exerce aujourd'hui comme avocate dans un des plus gros cabinets d'affaires de la place et enseigne le droit à Paris 1 à l'université Panthéon-Sorbonne. Elle va d'ailleurs obtenir une chaire à la Sorbonne, ça m'a fait sourire quand j'ai découvert ça, de l'éthique dans le sport et une chaire financée par le Qatar. Enfin, on rêve. Je pense que tous les universitaires prestigieux qui sont passés par la Sorbonne doivent se retourner dans leur tombe, sachant que le Qatar finance une chaire universitaire en France. Elle a été l'architecte depuis, je vais dire, le mars 2010, d'une entreprise, d'une opération de lobbying d'État pour convaincre Michel Platini de voter en faveur du Qatar. C'est étayé, c'est objectivé par des éléments de procédure. Elle a été l'auteur de notes préparatoires avant ce déjeuner. Certaines ont été trouvées dans les archives nationales, d'autres n'avaient pas été versées par Sophie Dion, on peut se demander pourquoi, et ont été retrouvées lors d'une perquisition en 2018, selon les informations de Mediapart. Pour revenir au déjeuner de 2010, Sophie Dion a affirmé sur PV sans ciller devant les enquêteurs, pendant sa garde à vue en 2019, qu'elle n'a jamais entendu parler à l'Élysée de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. J'ai essayé toujours d'être fidèle à moi-même. La projection de Sophie Dion à l'époque était la suivante, c'est-à-dire Michel Platini va être réservé en arrivant à l'Élysée,
vous allez le convaincre, vous allez faire en sorte, Monsieur Sarkozy, que Michel Platini soit plus convaincu. Oui. Et ensuite, deuxième étape du déjeuner, il y aura une discussion avec la délégation qatari. Et là, sans doute que Michel Platini sera un peu plus favorable à cette candidature. Dans la note du PNF concluant à la nécessité de poursuivre l'enquête préliminaire en saisissant un juge d'instruction, le premier vice-procureur financier Éric Russo écrit également ceci au sujet de Michel Platini et du rendez-vous de l'Élysée. Sa décision était devenue plus favorable lors de la seconde partie du rendez-vous après le déjeuner qui avait eu lieu en présence des Qataris. Ces notes infirmaient donc la thèse défendue par Michel Platini, poursuit l'auteur du rapport de synthèse. Elles venaient au contraire conforter les témoignages des deux collaborateurs proches de Michel Platini et accréditer le caractère décisif du déjeuner du 23 novembre 2010 pour des raisons et d'éventuelles contreparties à déterminer. La justice, à la recherche de ces contreparties, en a donc au moins identifié une, le rachat du PSG, le club de cœur de Nicolas Sarkozy. Le propriétaire de l'époque, le Fonds américain Colonie, est dirigé en France par Sébastien Bazin, qui est informé quasiment en temps réel de ce qui se passe derrière les murs de l'Élysée. La justice a retrouvé dans ses communications 2 textos explicites. Le premier est envoyé juste avant le déjeuner du 23 novembre. « NS vient de m'appeler. Il déjeune aujourd'hui avec son Altesse Tamim à l'Élysée. Je lui ai donné les messages clés. » Le second est rédigé juste après par Sébastien Bazin, toujours, alors qu'il s'apprête à prendre un vol pour Singapour. Nicolas Sarkozy m'a rappelé. Son Excellence lui a confirmé que le deal interviendrait après le 2 décembre. Pour Colonie Capital, le deal est inespéré. Le PSG traverse une mauvaise passe, il végète dans le championnat de France et il perd de l'argent, obligeant chaque année à remettre au pot. Or, le métier d'un fonds d'investissement, c'est à ça qu'on les reconnaît, c'est miser et gagner et verser des dividendes. Pas jouer les mécènes. Il s'agit de pognon, petit. C'est une opération survie pour le club. Et ce qui explique pourquoi Nicolas Sarkozy, malgré ce que peut dire aujourd'hui Sébastien Bazin, a pesé de tout son poids dans la balance, parce qu'il sent bien que c'est une opération industrielle qui est très importante pour le gouvernement. C'est un club cher à son cœur. Ça ressemble quand même à un petit arrangement entre amis, avec Sébastien Bazin, un proche de Nicolas Sarkozy, et le Qatar qui va venir à la rescousse d'un club en grand danger sur le plan financier. Il y avait des intérêts à la fois commerciaux et militaires. Donc, tout se recoupe, toutes les planètes s'alignent. Normalement, les déjeuners de la République, même quand on les souhaite secrets, laissent des traces. J'ai essayé de trouver ce compte-rendu. La réponse qu'on m'a donnée, c'est qu'effectivement, il n'existait pas. J'ai cru comprendre, d'après les informations de Radio France et France 2, que les juges d'instruction l'avaient demandé et qu'on leur avait répondu aux archives nationales qu'il n'existait pas. Dans ce dossier, Blast va révéler plusieurs informations majeures. La pièce manquante, après laquelle toutes les rédactions courent depuis des années à Paris, autour des archives de l'Élysée, nous allons la publier. Dans les affaires diplomatiques, il y a au minimum 2 parties, et donc 2 comptes rendus. Le procès-verbal français au coffre ou introuvable à Paris, même la justice semble avoir échoué à mettre la main dessus, ce document arrive de Doha après un long chemin. Il porte 2 signatures. Sur la droite, à la dernière page, celle du prince Tamim, actuel émir du Qatar, et sur la gauche, celle de Nicolas Sarkozy. Ce fameux compte-rendu qu'on a publié sur Blast, et donc ce compte-rendu est fait par les Qataris, il est rédigé en arabe et il est signé par le prince héritier et par Nicolas Sarkozy, et il porte sur 3 points essentiels. Donc, pour la partie football, c'est le fameux soutien à la Coupe du Monde pour le Qatar, et la contrepartie qui est le rachat du PSG par Doha. Et puis, il y a tout un volet diplomatique, et qui est une découverte immense qu'on fait à ce moment-là, puisqu'il est question de renverser le colonel Kadhafi. Donc, je rappelle, on est en novembre 2010. Les printemps arabes vont commencer en janvier, alors un peu en décembre, fin décembre en Tunisie, puis surtout, c'est janvier-février en Afrique du Nord. Et donc, en novembre 2010, il n'y a aucun signe avant-coureur que les principaux tyrans d'Afrique du Nord vont tomber les uns derrière les autres. Donc, on est très loin d'imaginer qu'il va y avoir des révolutions populaires en Tunisie, en Libye, en Égypte, et puis ensuite dans d'autres pays du Moyen-Orient. Et ces 2 pays, donc la France et le Qatar,
en novembre 2010, imagine renverser le colonel Kadhafi et le Qatar s'engage à couvrir les frais militaires de la France à hauteur de 300 millions. Alors, y a-t-il des questions ? Ce procès-verbal, c'est un énorme scoop, a été rédigé à Paris le 23 novembre, suite aux entretiens secrets tenus sous la présidence de Nicolas Sarkozy et de son Excellence le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, en présence de M. Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, et de M. Michel Platini, président de l'UEFA, pour solder le déplacement à Paris du prince héritier et, j'ouvre les guillemets, mettre en application les directives relatives aux investissements qataris en France et au soutien du dossier du Qatar pour l'organisation du Mondial 2022. Claude Guéant, qui était toujours là dans l'ombre, hein, il est dans l'ombre dans nombre d'affaires qui ont touché Nicolas Sarkozy et son entourage, lui, il ne se souvient pas. Il se souvient du mot rafale, vaguement, mais c'est tout. Quant au déjeuner et les remerciements dont il aurait pu bénéficier, puisqu'il apparaît sur un ordre de virement d'argent, lui aussi, hein, ça, il ne s'en souvient pas. Donc, il a perdu la mémoire. Je suis un homme honnête. Le 23 novembre 2010 à l'Élysée, c'est là où tout bascule. Les relations entre la France et le Qatar sont très anciennes. Et donc, à partir du moment où Sarkozy arrive au pouvoir, on sent qu'il y a un rapprochement, une proximité entre Doha et Paris qui n'existait pas avant. Et ce rapprochement, c'est quasiment... Paris et Doha ont fusionné ce jour-là à l'Élysée, puisqu'on a aligné nos intérêts diplomatiques, financiers, etc., avec ceux de Doha. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je considère que la diplomatie française n'était plus dirigée par le Quai d'Orsay, par le palais de l'Élysée, mais a été en partie, et en très grande partie, dirigée depuis Doha. Et la France a perdu une partie de son indépendance ce jour-là. Ce document ouvre également un autre horizon dans un dossier déjà tentaculaire. Un nouvel abîme vers l'histoire, la grande, celle qui a entraîné la chute en Libye de Mouammar Kadhafi après l'intervention franco-anglaise. Lors de ce déjeuner, on n'a pas parlé que football. Le prince Al Thani et Nicolas Sarkozy sont tombés d'accord pour faire tomber Kadhafi. Notre compte rendu qatari le montre. Le premier paragraphe indique que le Qatar s'engage à assurer financièrement la sécurité et une éventuelle intervention militaire en Libye. Ensuite, que la France va être remerciée pour son soutien à l'organisation du mondial de football par le Qatar. Et il y a également... Alors, est-ce que c'est lié à la Libye? Est-ce que c'est lié globalement au soutien de la France? Il y a un ordre, une promesse du prince héritier de verser 300 millions d'euros à Nicolas Sarkozy. C'est exactement la somme que la France a dépensée dans l'opération militaire en Libye. Ce n'est pas le seul élément que Blast a publié pour éclairer ses intérêts supérieurs de la France, évoqués par Michel Platini, pour justifier son revirement auprès de Sepp Blatter. C'est ce que Blatter a affirmé devant les enquêteurs et les magistrats du PNF en avril 2017. Dans la longue liste des documents secrets du Qatar de notre enquête, il y a encore 2 ordres de paiement que nous avons publiés en septembre 2021. Ils concernent 3 noms de 3 personnalités qui ont participé au déjeuner de l'Élysée. Sur la base des nobles instructions de son Excellence le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, prince héritier du pays, que Dieu le protège, un montant de 15 millions d'euros est transféré à son Excellence le président Nicolas Sarkozy en récompense de son soutien à l'État du Qatar pour l'organisation du Mondial 2022 et de l'acquisition du club de Paris Saint-Germain. 2 autres convives français du déjeuner du 23 novembre 2010 sont également cités. Une commission de 2 millions d'euros est payée à M. Claude Guéant et une commission d'une valeur de 2 millions d'euros à M. Michel Platini suite à l'acquisition du club de Paris Saint-Germain. Blast a encore publié un dernier document en provenance de Doha. Rédigé le 20 juillet 2011, il provient du bureau du ministre de l'Économie et des Finances qatari. Il confirme que 19 millions d'euros ont été versés sur un compte du Qatar Sport Investments, le fonds souverain qui a racheté le PSG.
La même équipe va continuer à diriger. Robin Leproux reste le président du club et nous allons travailler en étroite collaboration. Le même président et le même entraîneur ? Oui, le même entraîneur. Ce virement était destiné, d'après ce qu'il indique, aux convives du fameux déjeuner de l'Élysée. Il apparaissait qu'un consensus semblait être dégagé au sein du comité exécutif de la FIFA pour attribuer les Coupes du Monde 2018 et 2022 respectivement à la Russie et aux États-Unis, mais que le déjeuner de l'Élysée le 23 novembre 2010 avait constitué un tournant décisif dans ce processus d'attribution en favorisant l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, pays pourtant le moins bien noté techniquement et ne présentant aucun des critères habituellement retenus. Lors de son édition du 14 décembre 2017, interrogé par les magistrats du PNF sur d'éventuelles contreparties à son vote pour le Qatar, Michel Platini a simplement reconnu recevoir des cadeaux régulièrement. Tout le monde m'offre des montres à 10 000 €, a-t-il déclaré sur PV. Ah oui, absolument, oui. Des montres, une pratique habituelle du Qatar qui les distribue à ses visiteurs de choix, mais rien de plus. Interrogé sur la chaîne TV de l'équipe le 23 janvier 2018, Nicolas Sarkozy a lui refusé d'être présenté comme celui qui aurait réglé et le sort de la Coupe du Monde 2022 et dans la foulée, celui du PSG. Ils ont mis des mois et des mois à négocier, ça n'en finissait pas. Sébastien Bazin m'a demandé si je pouvais l'aider, mais c'était engagé déjà depuis bien longtemps. Ça s'est fait, je crois, aux alentours de 60 millions d'euros, et c'est là qu'est parti. Mais c'est pas moi qui ai dit à Tamim d'acheter le PSG ou à Sébastien Bazin de vendre au moment le PSG. Dans la procédure instruite en France, aucune mise en examen n'a été à ce jour prononcée. La justice a entre ses mains les documents révélés par Blast, et en particulier ce compte-rendu du déjeuner de l'Élysée que nous avons remis et au PNF et au juge d'instruction. L'enquête française a été lancée en 2016, donc le parquet national financier a beaucoup travaillé, c'est un dossier tentaculaire. Plusieurs pays sont concernés, ça va jusqu'au Brésil, Monaco, la Suisse, la France, et j'en oublie. Et c'est vrai que depuis que l'information judiciaire a été ouverte en 2019, on est tous à attendre, quelque part, une mise en examen, une mise en cause. Mais sur la partie Élysée, déjeuner à l'Élysée, force est de constater qu'aujourd'hui, on ne voit rien venir. S'il n'y avait pas d'audition nouvelle de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Michel Platini, pour parler des trois principaux acteurs, par la justice à la suite de la remise de nos documents, ça serait très surprenant. Et quelque part, ça poserait des questions, non pas sur la crédibilité et l'authenticité de nos documents, parce que, à preuve du contraire, ils sont authentiques, et personne ne nous a apporté la preuve qu'ils ne l'étaient pas, mais sur le fonctionnement de la justice. Et ça, je ne peux pas l'imaginer. C'est désormais au juge Serge Tourner, nouvellement nommé, de décider de la suite de l'histoire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau volet de notre grande série Qatari, où nous partirons pour une escale libyenne. En attendant, vous le savez, nous avons besoin de votre soutien. Alors, allez faire un tour sur notre site, vous trouverez toutes les explications sur blast-info.fr. Vous nous permettrez ainsi de continuer à enquêter et sortir de nouvelles révélations. Merci pour votre soutien.